les informations dans le clavardage, à savoir votre établissement d'attache et votre profession. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette activité. Je me nomme Nadia Villeneuve, je suis bibliothécaire responsable d'éducation ouverte et des REL à l'Université Laval, également coordonnatrice de la Fabrique REL et co-organisatrice de cet événement avec ma collègue qui est ici aujourd'hui, Marianne Dubé. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir à cette activité, hein. On est déjà dans la deuxième semaine du mois de l'éducation ouverte et vous le savez probablement maintenant que cette programmation se veut collective et réunit des universités et organisations francophones autour d'un objectif commun, cultiver l'ouverture. Alors aujourd'hui encore, nous aurons l'occasion d'explorer des perspectives inspirantes, d'échanges sur des initiatives concrètes et de découvrir des projets porteurs qui enrichissent la grande conversation mondiale sur l'ouverture en éducation. Et plus particulièrement aujourd'hui avec un projet en sciences, hein. Je ne sais pas si vous avez participé aux autres activités, mais des projets en sciences, on en a un petit peu moins et c'est toujours intéressant d'en accueillir et d'en découvrir. Alors, je vous remercie sincèrement d'être ici pour apprendre, pour partager et surtout pour vous nourrir de ces différentes activités. Avant de laisser la parole à M. Bustamante qui va se présenter, je partage dans le clavardage la programmation du mois d'éducation ouverte, hein, parce qu'on est dans la deuxième semaine, mais il reste des activités. Alors voilà, je vous laisse la parole et merci pour votre intervention. Oui, alors, merci Nadia, merci à la Fabrique, REL, merci à tous. Je vais commencer à parler de l'histoire d'une REL. Donc, est-ce que, d'après ce que j'ai compris, j'ai partagé mon écran? Est-ce que c'est le cas? Ça fonctionne très bien. Vous le voyez, parfait. Donc, je vais vous parler de l'histoire d'une REL. C'est une histoire qui a commencé il y a quelques années. Je vais me concentrer sur ce que j'appelle RELCalc 3. C'est RELCalc 3 parce qu'il y en a deux, le 3 et le 4. Les hasards de la vie font des choses comme ça, les numérotations ne fit pas toujours ce qu'on fait. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Alors, il sera question du manuel qui s'appelle Calcul multivariable. Okay, donc ça, c'est le RELCalc 3. Cette initiative, elle naît, elle a pris son essor dans le cadre d'une réflexion au sujet de l'accessibilité du savoir. Puis je vais parler de il y a trois sections dans mon exposé. D'abord, je vais raconter l'histoire qui a mené à la réalisation de la REL telle qu'elle est maintenant. Après ça, je vais parler de comment il est maintenant et quelle est l'utilisation qu'on en fait, comment il est perçu par les étudiants. Et puis, je vais parler du système d'édition que j'ai utilisé pour le faire parce que je trouve que pour faire des sciences en particulier, des sciences en général, des maths en particulier, c'est franchement bon. OK? Alors, je vais commencer. Si vous avez des questions, à tout moment, vous pouvez les faire. Puis, j'imagine que le chat va fonctionner en même temps. D'accord? Donc, voilà le plan. Et il faut, pardon, avant de commencer à parler, il faut que je dise que ce projet-là est plutôt vaste et il a eu un grand nombre de collaborateurs, de collaboratrices au long des années. Okay, donc, je les nomme quelques-uns. Les E minuscules, ça veut dire qu'il s'agit de gens qui ont collaboré en tant qu'étudiants. Donc, on a eu, à différents moments, on a obtenu des subventions pour engager du monde, pour travailler. Et les E majuscules veut dire que ce sont des enseignants, soit du cégep, soit de l'université de Sherbrooke. Et puis, comme les mathématiciens, on fait les choses de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique, l'ordre dans lequel je les liste ne trahit aucunement le degré de participation qu'ils ont eu dans le projet. OK. Alors, il était une fois, c'est comme ça que les histoires commencent, n'est-ce pas? Il était une fois, donc au printemps 2022, j'ai commencé, disons que j'enseignais au collège Champlain, hein, le cégep anglophone ici à Sherbrooke, et puis j'enseignais depuis un bon bout et j'enseignais souvent les cours de calcul 3, donc calcul multivariable ou d'algèbre linéaire en sciences de la nature. Et quelque chose qui était quand même marquant, c'était le coût des manuels et le coût des ressources éducatives. Okay? Pour les cours d'algèbre linéaire, on utilise en fait encore peut-être un livre que je trouve qui est très bien, en fait, le livre d'algèbre linéaire de Poole. Je trouve qu'il est très bien pour ce niveau-là.
Et le problème, c'est que le livre, il fait comme 3 fois le contenu qui est nécessaire au cégep. Acheter le bouquin, c'est hyper cher. C'est beaucoup trop pour ce dont on a besoin. Il y avait bien sûr les versions accès en ligne qui donnaient en plus aux étudiants et aux professeurs accès à des plateformes pour faire des devoirs en ligne, donc des systèmes d'autocorrection. Ça, c'était très apprécié des enseignants particulièrement parce qu'il n'y a rien de plus pénible que de corriger des calculs mal écrits et mal faits. Trouver des erreurs dans ce genre de choses, c'est vraiment infernal. Alors, on appréciait beaucoup ce genre d'outils. Euh, le service en question, il coûte à peu près une centaine de dollars. Il coûtait à peu près une centaine de dollars à l'époque pour une session. Et puis après, il reste que du vent, en fait, ou les captures d'écran ou les impressions qu'on aura eu la lucidité de faire pendant le temps qu'il avait son abonnement. Donc, il y avait ça qui était une réalité. Dans les cours de calcul différentiel, de calcul intégral, on avait une plateforme plus ou moins semblable. En fait, c'est le même type de plateforme. Ça vient d'une des grosses maisons d'édition. Mais par contre, là, on avait réussi à avoir une espèce d'abonnement qui suivait l'étudiant le long de son deck parce que c'était essentiellement le même texte qu'on utilisait aux 3 cours. En même temps, à l'université Sherbrooke, Virginie Charette, ma collègue ici, enseignait un cours de calcul multivariable et un autre cours d'équation différentielle en génie biotech, en fait, un génie biotech ou un génie chimique. Et à nouveau, c'était une question autour de 120 dollars chaque manuel. Okay, donc ça, c'était au cœur des discussions que nous avons. Et puis, bon, avec les collègues au Cégep de Sherbrooke, on parlait des mêmes choses souvent. D'accord? Donc ça, c'était l'état de la chose. À un moment donné, moi, j'avais commencé à utiliser WebWork plutôt que WebAssign. Donc WebWork, c'est un service qui est open source. Je suis un fan de l'open source. Et c'est un service fourni par le CCDMD, donc c'est un organisme paragouvernemental, si je ne m'abuse. Donc j'utilisais ça plutôt que de faire payer les étudiants pour le service de WebAssign, avec un succès pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu, disons. Alors, le contenu mathématique de tout ça, ce sont des maths qui datent du 19e siècle. C'est essentiellement les mathématiques de la révolution industrielle, peut-être un petit peu après pour l'algèbre linéaire, mais il n'y a rien de trop mirobolant dans l'histoire. Il existe une très grande quantité de manuels pour faire ça, surtout dans la séquence de calcul différentiel, calcul intégral, calcul multivariable. Et tous les bouquins sont à petite permutation près essentiellement équivalents. Si on reste dans un niveau sciences appliquées, d'accord? Si on veut aller dans un niveau mathématique pur, là, on va beaucoup plus en profondeur. Et là, l'ordre dans lequel on traite les choses peut être beaucoup plus varié, si l'on veut. Je disais donc qu'il y avait des plateformes de devoirs en ligne qui existent pour les cégeps et les universités du Québec. On en a accès au CCDMD. Okay, alors, dans tout ça, je me disais que il faudrait peut-être trouver des ressources ouvertes pour les étudiants. Et j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se passait dans la communauté anglophone. Donc, dans la communauté anglophone, je suis tombé sur ce projet-là qui s'appelle Active Calculus. C'est une suite de 4 manuels de calcul différentiel intégral qui vont en fait, du pré-calcul au calcul vectoriel. Peut-être le calcul vectoriel, c'est un peu... Ouais. Bon, quand même, il y a le 4e volume est d'un niveau assez élevé pour être appelé de calcul vectoriel. Et c'est un projet totalement open source. Et ça, c'est un projet qui a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a une communauté de développement autour de ce projet-là. Donc, il y a des groupes d'utilisateurs de Google sur Google Groups et des gens qui se réunissent pour discuter de comment faire telle ou telle chose à partir de ce projet-là. Donc, c'est beaucoup de lignes de code qui sont publiques et les gens les adaptent ou font des déclinaisons selon leurs propres besoins. Bon, ça, c'était une idée qui m'attirait beaucoup. Il y a une autre série qui s'appelle CLP Calculus Textbooks. Donc ça, c'est une suite, encore une fois, de 4 manuels. Et ça vient de UBC, en Colombie-Britannique. Et c'est plus ou moins la même chose. Le projet lui-même est peut-être un peu moins mûr que Active Calculus, mais il est plus poussé, il est plus en accord avec la façon comment je vois l'enseignement de cette matière-là. Une drôle d'anecdote à ce sujet, à un moment donné, quand je discutais avec un des auteurs de CLP, je lui ai demandé pourquoi CLP.
Et la réponse, elle m'a vraiment, franchement, fait rigoler. Elle m'a dit CLP stands for Calculus Liberation Project. Donc, c'était le projet de libération du calcul. Parce qu'effectivement, c'était la même préoccupation, quoi. À toutes les X années, les maisons d'édition font une nouvelle édition d'un bouquin qui coûte encore une nouvelle centaine de dollars quand il y a des changements qui sont moyennement importants. Donc, the CLP Project, ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Manuellement, et de la même façon, il y avait un autre livre, qui est Notes on DFQs, Differential Equations for Engineers. Donc, alors celui-là, je le connais moins profondément, mais c'est celui que ma collègue Virginie Charette a commencé à utiliser justement dans le même esprit. Elle a même commencé à faire des notes de cours basées sur ce bouquin-là. OK? Alors, dans ce bouquin-là, qui est aussi un bouquin open source. Okay? Donc, tout ce que je donne ici, ce sont des manuels dont les sources sont disponibles à tout le monde. Ça, c'est très bien. Et puis, ce Gilly Label, donc le professeur qui a fait Notes on DFQs, il a écrit aussi plusieurs exercices WebWork pour aller avec son bouquin. C'est-à-dire qu'on a les exercices ajustés, les exercices WebWork qui sont ajustés au livre. Des fois, ça, c'est le point faible dans les exercices WebWork, c'est qu'il y a énormément de contributeurs qui contribuent avec des exercices de tous les niveaux différents, avec toutes les notations qu'on peut avoir. Et c'est des fois un peu compliqué de faire matcher un exercice avec un contenu d'un livre en particulier. Mais lui, il a écrit ces problèmes et il les a rendus disponibles. Alors, c'était très bien. On les utilise maintenant, bien sûr. Et donc, dans tout ça, à l'hiver 2022, le projet RelCalc prit forme avec quelques changements par rapport aux idées originales. Entre autres, Virginie a dû partir en congé pendant un certain temps, donc la responsabilité est tombée sur moi. Et j'ai l'idée le projet à partir de ce moment-là. Et bon, au-delà des changements, je me rends compte qu'on a fait preuve d'une ambition qui était totalement démesurée. On va voir pourquoi. Donc, on visait originalement la création de 3 manuels, donc calcul différentiel, calcul intégral pour le collégial et un cours de calcul multivariable qui serait pour le collégial, un calcul 3 qui existait à l'époque dans le cégep et un premier cours de calcul multivariable à l'université. On voulait faire des banques d'exercices WebWork bien choisies pour les manuels, on voulait faire des laboratoires informatiques, on voulait faire plein de feuilles de travail. En fait, on voulait faire plein de choses. Et on voulait aussi faire une communauté de développement, une communauté de travail. Cette idée-là nous plaisait beaucoup. Bien sûr, on a donc postulé pour réaliser ça. Nous avons obtenu une subvention du Pôle régional d'éducation supérieure en Estrie pour le projet global. Et puis une autre subvention un peu plus petite de la fabrique REL, c'était en 2023 peut-être, Marianne, je ne sais pas si tu peux me corriger, pour peaufiner le RELCalc 3. Donc, la numérotation des RELCalc, elle vient de là. RELCalc 1 serait calcul différentiel, RELCalc 2 calcul intégral, RELCalc 3 calcul multivariable ou calcul vectoriel. Et puis, il y a quelque chose qui n'était pas dans les cartons originalement, qui était le RELCalc 4, qui est maintenant les équations différentielles. D'accord? Alors, attendez-moi 2 secondes. Ouais. Alors, maintenant, je vais parler de la REL actuelle, de la REL qui résulte de tout ça. D'accord? Donc, dans les faits, 2 manuels ont été produits dans le cadre de ce projet. Bon, il y a toutes sortes de raisons, on pourra en discuter par la suite. Mais RelCalc 3, c'est calcul multivariable. Ça, c'est mon manuel à moi, disons, dans un certain sens. Puis il y a RelCalc 4, l'équation différentielle, celui d'équation différentielle. Ce que je vais vous parler, c'est RelCalc 3. OK? Et bon, je mets cette image ici simplement pour me pavaner, mais parce que je trouve que c'est joli. Et puis, je vais revenir sur certains détails techniques par la suite. OK? Donc, c'est quelque chose que j'aime bien inclure dans des pages web que je donne à mes étudiants dans ce cours-là. D'accord? Et le point de départ de cette REL, c'était le CLP Calculus Textbook, donc le projet de libération du calcul, le front de libération du calcul, les parties 3 et 4, c'est-à-dire le calcul multivariable et calcul vectoriel. Et j'ai fait quand même quelques changements significatifs et quelques ajouts. Donc, il y a des sections que j'ai écrites à nouveau, il y a du réarrangement de certains contenus, puis il y a quand même un travail significatif qui a été fait. Les auteurs des ressources originales, ces 3 personnes-là,
ont été d'une générosité sans borne. En fait, non seulement ils ont libéré les sources de leur travail, mais en plus, à un moment donné, je les ai contactés, puis je dis, OK, je suis en train de faire ceci, je vais franciser la ressource et j'aurais besoin de savoir comment tu as fait tes figures, parce qu'il y a des figures dans lesquelles les noms ou les variables ou les étiquettes apparaissent en anglais. Puis je voudrais savoir comment tu as fait ça. Alors, on m'a dit, c'est compliqué, j'ai fait ça avec une bibliothèque, une librairie JavaScript que je me suis faite moi-même, ça marche pas super bien, il faut avoir une vieille version, blablabla. Alors j'étais un peu triste, mais le gars il m'a dit, mais dis-moi comment tu veux et je vais te les faire. Et ça m'a pris plus de temps à moi de faire la liste des changements que je voulais dans les figures que ça lui a pris à lui de les faire. Puis le lendemain, j'avais toutes les figures francisées. C'était incroyable. J'étais vraiment, vraiment content à ce moment-là. Euh, alors, maintenant, euh, le calcul, donc parlons de RelCalc 3, d'accord? Le manuel de calcul multivariable, il a commencé à être utilisé un petit peu sur la marche. Donc, c'était vraiment déstabilisant au début. J'avais commencé à écrire les choses en anglais pendant un été, sachant que j'allais commencer à l'utiliser, pardon, à traduire les choses de l'anglais au français à un été, sachant qu'à l'automne, j'allais commencer à l'utiliser. Et donc, à un moment donné, je courais un peu après mon temps pour avoir le matériel en ligne de façon cohérente. Et puis, j'ai réussi, mais ce n'était pas une version définitive. Mais j'imagine que si je n'avais pas fait ça, que si j'avais attendu à avoir quelque chose de prêt pour libérer la chose, je ne l'aurais jamais fait, en fait. C'est c'est une façon très personnelle de travailler, c'est qu'il faut se mettre dans la bonne dose de pression. Et alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Mais, 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 mais- mais c'est difficile à définir qu'est-ce que bonne dose de pression veut dire, en fait. OK. Euh, alors, de ce projet, il y a deux versions qui coexistent. Une version PDF qui a été déposée en juillet 2024, qui en réalité, bon, elle contient quelques erreurs, elle contient des choses qui ne me plaisent pas, mais là, parce que il fallait ancrer le document à quelque part dans le dépôt des savoirs. Puis dans les semaines qui viennent, je vais faire une nouvelle version. Ça, c'est la version PDF qui est là pour tout le monde. Mais la version qui est vraiment celle qui me plaît plus, c'est la version en ligne. OK? Donc, la version privilégiée, c'est la version HTML. Et je vais simplement aller voir de quoi ça a l'air. Est-ce que vous voyez ça? Oui, vous le voyez. Donc, c'est un manuel. C'est un manuel qui est fait, donc on a une table de matière. Ici, ça c'est le contenu. D'accord? Disons que je peux aller voir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Euh, je sais qu'est-ce qui vient de se passer, puis euh, je ne vais pas dire des gros mots. On vient de faire un shutdown du site Espace Web à l'université. Je pense que c'est ça. Donnez-moi 30 secondes, je vais faire une version locale. Je vais compiler une version locale pour montrer les caractéristiques. Je trouve ça vraiment Donc, troublant de on recevoir va un prendre la message là. relève, Monsieur Bustamante. Ouais. Je ne sais pas pour vous, mais effectivement, c'est un partage qui est très inspirant. Puis c'est intéressant de voir à quel point vous tenez à utiliser du matériel qui est libre. Donc, dans ce que vous avez mentionné auparavant. Alors, je sais que dans la salle, il y a plusieurs professeurs de mathématiques. Je ne sais pas si pour vous c'est inspirant, mais et Marianne a partagé les liens vers certains documents. Alors, ça vaut la peine peut-être d'aller les consulter, voir qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Puis, tu sais, parfois de dire, ben, je fais un premier pas avec les REL et l'éducation ouverte, c'est juste de dire, ben, je prends quelques parties de ce qui est disponible, puis je l'intègre dans mes cours. Alors, ça peut des fois être une façon de dire, ben, tranquillement, on adopte des REL dans notre façon d'enseigner. Puis d'ailleurs, je suis bien contente. Hein, je vois qu'il y a plusieurs personnes de l'Université Laval, donc une belle représentativité, c'est bien, mais c'est bien gentil. On a une question pendant ce temps-là. Jules, oui, Oui. vous pouvez prendre la parole. Ok, merci Nadia pour la parole donnée. Alors, oui, j'ai vu les REL une fois avec des collègues lors d'une discussion.
cette question a surgi. Lorsqu'on produit les REL, qui est censé les valider avant qu'on ne puisse les diffuser? Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez apporter quelques idées là-dessus à C'est votre une niveau. Merci. excellente question. Monsieur Bustamante pourra probablement poursuivre tout à l'heure, mais Je- c'est important d'avoir un... Oui, allez-y, Monsieur Bustamante. Non, non, ce que je disais que j'ai pas compris la question. Qui est censé faire quoi? La validation du contenu La quoi? La et de la validation. Ok, qualité, d'accord. et du contenu et de la qualité. On peut reparler Effectivement, de ça. oui. Euh, Quand on parle de REL, il y a pas il y a un processus qui doit être fait pour justement s'assurer de la qualité. Puis ça, généralement, c'est fait en demandant la collaboration de pairs, de collègues, de personnes qui vont avoir différentes compétences. Alors, c'est important aussi de faire des tests avec les étudiants pour voir si notre matière est comprise, si elle est utile, puis si elle est bien formée. Alors, ça reste que pour chaque personne qui va produire une REL, c'est sa responsabilité d'en assurer la qualité. À la fabrique, puis M. Bustamante pourra en témoigner, on n'a pas la responsabilité d'évaluer la qualité, mais on a mis en place un processus de création qui vous rappelle, ah ben tel élément, vous impliquez telle personne. Ensuite, des listes de validation, avez-vous pensé à vérifier telle chose? Ensuite, au niveau des balises éditoriales, donc comment doit se présenter un manuel. Fait que tout ça fait en sorte qu'au fur et à mesure, vous améliorez la qualité de votre aile, sans compter que c'est bien d'impliquer différentes personnes qui ont des compétences similaires ou complémentaires à ce que vous avez créé. Et puis, je crois que M. Alors, Bustamante est maintenant prêt, puis je lui redonne la parole. ouais, ouais, on pourra revenir sur ce genre de choses plus tard, mais bon, c'est juste dire, j'ai donné un cours de calcul vectoriel, c'est quelque chose de très standard. J'ai donné un cours comme ça, je sais pas, une vingtaine de fois depuis que j'enseigne. C'est pas un niveau hyper compliqué. Il y avait des gens qui avaient produit du matériel pour ça. Au fur et à mesure que je traduisais, je faisais la validation. Et puis quand je rédigeais, bah, je rédigeais en m'assurant, comme un peu dans la même logique que quand je rédige un article de recherche, quoi, en faisant preuve d'une certaine rigueur. Ça n'empêche pas qu'il y a des erreurs qui peuvent se filtrer par-ci et là, ok? Mais c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai réussi à faire quelque chose pour vous montrer. Malheureusement, c'est une version locale. Donc, tous les liens vers ma version réelle qui est publiée, ils sont rompus. D'accord? Et ça, je vais devoir faire quelque chose avec les communications qui ont mis down le site web sans nécessairement m'en avertir ou me proposer une solution de réchange. Mais donc, revenons à ceci, d'accord? Je disais que c'est une ressource, c'est un manuel dans lequel on trouve des applets interactifs. Donc, vous voyez, par exemple, c'est très bien, comme je disais, on peut zoomer, on peut manipuler des surfaces, on peut inclure des applets dans... Celui-là, il est fait avec GeoGebra pour illustrer des notions. Bon, là, je fais simplement un peu de propagande, de publicité pour prétexte et GeoGebra. Donc ça c'est une des caractéristiques. Euh, et puis, laissez-moi voir qu'est-ce que j'avais d'autre. Donc, on va, on va voir d'autres aspects un peu plus tard, mais disons que je vais parler de la version PDF. Ok, donc comme je disais, c'est une version à laquelle je n'accorde pas beaucoup d'importance, mais il y a quand même un dépôt sur Savoir UDS et on a un nombre de visites et un nombre de téléchargements du PDF. Ça vient surtout de la francophonie, en fait, surtout du Canada, un peu de France et un peu d'Afrique. Euh, mais la version qui m'importe vraiment, donc je vais voir de quoi elle a l'air. Et là, je vais vous demander de m'excuser puisque j'ai ce problème de que la version en ligne elle est brisée, mes liens ne vont pas fonctionner. Donc je vais essayer de les trouver manuellement, quels sont ces liens. D'accord? Alors, bien sûr, pour un matheux, pouvoir écrire les choses avec un rendu comme un rendu professionnel, un rendu latex, c'est une condition sine qua non. Ça, c'est quelque chose qui est là et assez facilement à faire. Alors celui-là,
il va mener vers quelque chose qui ne fonctionne plus aussi. OK. Il a fonctionné peut-être parce que j'ai une version en cache, en fait. Ah, ouais. Donc, regardez du point de vue de la navigation. D'accord? Donc, j'ai copié un lien et le lien, il est produit simplement quand on se balade. Je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on se balade à côté d'un paragraphe ou d'un exemple, on a la possibilité de créer un lien. Et ça, c'est vachement pratique. Pardon. C'est très pratique pour les étudiants quand ils veulent, quand je demande de communiquer avec moi s'ils ont une question à telle ou telle place, ils peuvent pointer très directement comment ça fonctionne. Et donc ici, j'ai une figure et un applet 3D, les deux sont ensemble. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Si je clique, donc ça c'est un exemple précédent. L'exemple précédent, il est ouvert, donc il a l'air similaire, mais ce n'est pas le même. Et il est ouvert et je peux revenir facilement à l'endroit où j'étais. Donc, si on compare ça à la navigation qu'on fait dans un document PDF, où une fois qu'on clique sur un lien, après ça, il n'y a pas moyen de revenir, c'est quand même plus facile de faire ça. Donc ça, c'est une des caractéristiques qui sont appréciées des étudiants. La navigation. Après ça, ici, je peux chercher, je ne sais pas, je pourrais chercher ici le mot-clé, Cauchy, ou disons Lagrange. Et puis, ça va me donner les occurrences d'où est-ce que le mot Lagrange apparaît. Okay? Et ce n'est pas cherché dans la page en question, parce que ce n'est pas dans cette page que je parle des multiplicateurs de Lagrange, mais c'est une espèce d'index qui est accessible de partout. Ça, c'est quelque chose d'autre qui était quand même apprécié. D'accord? Alors, on a ceci. Donc, on parlait des liens. Ici, la loupe permet de faire des recherches faciles. Le rendu HTML s'ajuste au dispositif. Alors ça, c'est quelque chose de très bien. Donc, cette histoire de Pretech, qui est la plateforme qui m'a permis d'écrire ça, elle a été développée en ayant l'accessibilité au cœur de la chose, okay, au cœur du concept. Et si vous regardez la ressource avec une tablette ou avec un téléphone, le rendu HTML, la largeur des lignes, la largeur des images, elle va s'ajuster automatiquement. Puis ça se fait plutôt bien. Le rendu est plutôt bon en fait avec un téléphone. Avec une tablette, c'est top. Avec un téléphone, c'est sûr que quand il y a des images ou des applets 3D, là, on rencontre des petites limitations, mais du point de vue je sais pas, de l'ubiquité de la chose, c'est très bien. Okay? Alors, je viens de vous dire qu'on avait des applets, comme ces deux-là que je viens de vous montrer. Laissez-moi voir si celui-là, il fonctionne. Donc, c'en est un dans lequel on fait quelque chose d'un peu plus. Qu'est-ce que c'est un peu plus? C'est que je peux effectuer des calculs sur la marche. Donc, un étudiant, donc ça c'est la version par défaut, mais disons que je fais quelque chose comme je prends ma fonction x carré à la place et on évalue. Et vous voyez que la fonction, tout a été changé. Donc, ça donne une possibilité d'expérimenter en ligne, puis en temps réel, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. D'accord? Bien sûr, celui que j'ai fait ici, il est très simple, mais à la fin du manuel, il y a toute une série d'annexes dans lesquelles je donne tout le code sage qui a servi à produire les figures et les applets que vous avez vus tout à l'heure. Donc, c'est une façon aussi d'apprendre, une façon pour les étudiants d'apprendre à faire ceci. Mon choix ici a été sur SageMath, mais ça peut se faire sur Python ou sur R ou sur n'importe quel autre logiciel open source, en fait. D'accord? Donc, ça, c'est quand même quelque chose que j'apprécie de cette plateforme. Après, je voudrais donc quelques mots au sujet de l'utilisation du manuel en ligne. Donc, ça, c'est quelque chose que je viens de faire. Ce sont les statistiques d'utilisation dans la dernière année calendrier. Donc, ça, c'est le nombre d'utilisateurs. Je suis désolé, mon compte Google, qui est celui qui me blogue sur Google Analytics, il est en espagnol. Alors, on a quelques mots en espagnol, mais c'est ça. Donc, vous voyez qu'on a l'évolution à travers le temps. OK? Et quelques mots au sujet de quelques statistiques. Okay? Donc, on a quand même, d'après ce que je comprends, puis c'est pas quelque chose dans laquelle je suis expert, il y a quand même eu un grand nombre d'utilisateurs, de personnes qui ont effectivement interagi avec le manuel.
d'accord? Euh, Surtout du Canada et de la France, ce qui m'étonne. Mais l'interaction des gens qui sont en France est beaucoup plus courte. Les gens du Canada et bien sûr de Sherbrooke est beaucoup plus importante parce que c'est mes élèves, en fait. Ok, donc, ils prennent le bouquin pendant plus longtemps et ainsi de suite. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que les étudiants pensent de ceci, de cette ressource? Et là-dessus, je dois remercier Marianne qui m'a aidé à faire un formulaire, un questionnaire d'évaluation pour savoir quelle était l'impression que les étudiants avaient au sujet de cette ressource. Et donc, le contexte est le suivant. À l'automne dernier, à l'automne 2025, je donnais le cours de calcul vectoriel où j'avais 48 personnes inscrites. Il y a eu 31 personnes qui ont répondu. C'est un cours de première session au bac en maths, en physique, en enseignement des sciences et au bac en sciences de l'information quantique. Le sondage a été effectué un petit peu après la mi-session et je vais montrer quelques effets saillants des réponses. Ah, pardon. Les objectifs, c'était justement évaluer la perception que les personnes étudiantes ont de l'utilisation des manuels libres en général. Une faute d'orthographe ici, désolé. On avait le cadre de référence Scope. Là-dessus, je vais plutôt me référer à Marianne, qui connaît cette partie des choses beaucoup mieux que moi. Mais disons qu'on a ces items en vue. On réfléchit autour de ces caractéristiques. D'accord? Alors, une question qu'on a posée, c'est quel était le format utilisé? Et c'est drôle que les gens ont fini par utiliser l'HTML plutôt que le PDF, même si au début, il y avait des gens qui disaient qu'il y aurait une préférence pour le PDF. C'est-à-dire que vous voyez que le 84 est plus haut ici. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'il signifie. Et je soupçonne que ça signifie que la version en ligne, l'HTML est beaucoup plus récente et beaucoup plus vivante. Elle s'ajuste beaucoup plus rapidement. Donc, ça peut venir de là. Il y a des gens qui l'ont imprimé. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur Moodle, j'ai partagé une version PDF. Peut-être j'ai partagé une autre version PDF, pas celle des Savoir UDS. Et puis, et sur Moodle, il y avait des liens vers le livre numérique aussi. Bien. Après, on s'est posé la question sur quel est le device, l'appareil utilisé pour voir ou pour accéder à la ressource. Et naturellement, c'est l'ordinateur portable qui remporte la palme de loin. Peu de gens le font avec une tour, donc un ordinateur de bureau à la maison. Mais c'est ça, donc c'est l'ordinateur portable qui remporte la palme. Les aspects qui ont été très appréciés, c'est ce que je disais, les interactifs en 3D, là, ça c'est pour visualiser des choses, c'est vraiment très bien. Ça donne beaucoup de mal à plusieurs étudiants d'essayer de visualiser en 3D quand on a déjà du mal à dessiner en 2D des fois. Et la possibilité de faire des recherches aussi, c'était quelque chose de bien. Une question de cohérence par rapport au contenu. Alors, la cohérence ou très haute cohérence, tout le monde a trouvé que c'était très fort, mais c'est un peu triché parce que j'ai écrit ce bouquin-là en passant à mon cours. Donc, c'est un peu redondant de se poser cette question-là. Et les composantes les plus utilisées ont été les exercices. Donc, il y a des exercices qui sont à la fin de chaque chapitre, des exemples qui sont résolus, comme vous avez vu, et quelques lectures. Et ça m'étonne qu'il y ait quand même eu des lectures parce que dans mon cours, je ne recommande pas, en fait, je n'exige pas que les gens fassent une lecture du matériel avant de se présenter un cours. Okay? Les gens estiment ne pas n'avoir exploité que une petite portion du matériel, ce qui est quand même en phase avec comment je vois les choses, c'est-à-dire que le manuel est beaucoup plus que le cours. Il y a beaucoup plus de choses, des fois un peu trop poussées, des fois des exemples de choses qu'on ne voit pas nécessairement dans le cours. Et puis dans un cours, toujours, il arrive un moment où on se rend compte qu'on est en retard et donc il y a des choses qu'on doit sacrifier, mais le manuel, il les a toujours. Okay? On a, je voudrais dire une autre chose par rapport au contexte pédagogique, c'est que en même temps qu'il y avait le manuel en ligne, j'avais des notes trouées, donc un fichier PDF qui étaient des notes trouées, c'était des exemples ou des théorèmes sortis du manuel, mais c'était donné un PDF
est présenté au tableau. Et je remplissais les choses, je faisais les calculs au tableau. Donc c'était comme si c'était comme un résumé, c'était l'essentiel, la partie du bouquin qui constitue effectivement le cours. Ok. Et j'étais un petit peu victime du succès de ces notes-là parce que il y en a qui ont dit que ces notes-là étaient tellement complètes qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'aller voir le manuel, ou on verra cette réponse plus tard. Ok. Quelque chose qu'on a demandé, on a posé la question dans l'éventualité où l'utilisation d'un manuel payant avait été obligatoire. Qu'est-ce que vous aurez fait? Okay. Et puis, les gens ont dit, exemplaire neuf, centaines de dollars à 30%, faire un exemplaire, un achat groupé ou chercher un exemplaire usagé, 53%. Et puis, il y en a qui ont dit, bah, j'aurais fait sans le bouquin, à 17%. Bon, quand même intéressant. Et dans le questionnaire qu'on a fait, on a d'autres caractéristiques importantes. Donc, elles sont listées ici en ordre décroissant de l'importance que les étudiants ont accordée à la ressource. D'accord? Donc, l'accès au manuel sans limite de temps. Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Probablement, il y a des étudiants de première année du bac en physique qui ont fait ça maintenant et qu'un jour, dans leur cours de S3 ou de S2, vont avoir besoin de se rappeler comment on fait telle ou telle chose, ben, ils savent qu'ils peuvent s'y référer. La gratuité. Le fait que la ressource soit en français, ça m'a étonné. Moi, j'avais l'impression que les étudiants de physique ou de mathématiques étaient comme immunisés au fait, ou pas trop sensibles, pas trop, que ça ne leur posait pas de problème d'avoir des ressources écrites dans une autre langue, mais ça s'est apparu comme un point important. Autre chose qui était importante, c'est que le fait que l'accès soit possible dès les premiers jours de classe, ça c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé, d'avoir accès aux ressources depuis le jour 1. Ouais. Donc voilà. Je lis du coin de l'œil les commentaires que vous faites. Si jamais vous voulez que je fasse un commentaire un peu plus détaillé sur quelque chose, bah, vous avez que la demander. Alors, il y a des nuances, des considérations qu'il faut faire. J'étais agréablement surpris par le fait que les étudiants veulent avoir une version papier quand même. C'est-à-dire qu'ils imprimaient soit les petites notes de cours que je disais, les notes trouées, soit des portions du manuel PDF pour prendre des notes par-dessus. Et puis, je partage quelques commentaires qui ont été donnés. Donc, par exemple, celle que je disais, il y a toujours des étudiants comme ça, hein, qui se fient presque uniquement au travail, aux notes qu'eux, ils prennent sans regarder les bouquins. Très bien. Il me disait que les notes des cours sont excellentes avec presque tout ce qu'on a besoin pour bien suivre le cours. Alors là, je fais la réflexion d'abord, c'est mes notes trouées qui sont en réalité en train de faire la concurrence au manuel que j'ai écrit. Bon, pourquoi pas, si les options sont là, que chacun prenne celle qui lui convient. Il y a quelqu'un qui a carrément dit, j'aimerais que tous mes cours aient un manuel en ligne équivalent. Puis ça, c'est quand même intéressant venant, enfin, je ne sais pas exactement de qui ça vient, mais je sais que le département de physique, ici à Sherbrooke, il a quand même une tradition de libérer beaucoup de matériel. Il y a un grand nombre de ressources qui sont disponibles. Alors, ça, je ne sais pas comment on se situe par rapport à ça, les versions piratées. C'est sûr que c'est une réalité. Et ça, ce sont les aspects les plus importants. D'accord? Donc, je vais prendre les quelques petites minutes qui me restent pour parler de cette plateforme. Donc, ça, c'est un aspect un peu plus technique de la chose, mais je tiens à le faire. Ça s'appelle Pretext. Donc, c'est un système d'édition conçu pour créer des ressources structurées et ouvertes, en fait. C'est un logiciel libre, totalement libre. En fait, c'est pas seulement un logiciel, c'est quelque chose qui tire profit de plusieurs logiciels libres. Donc, c'est une façon de centraliser des logiciels comme LaTeX, SageMath, par exemple, ou R ou GeoGebra, de les mettre à travailler ensemble. Ça crée un environnement dans lequel on peut mettre ensemble tout ça. WebWork aussi.
C'est un logiciel pour écrire qui peut être rébarbatif, c'est-à-dire que la courbe d'apprentissage pour quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose comme ça auparavant est très, très, très raide, disons, parce qu'il n'y a pas la logique de se concentrer sur ce qu'on voit. C'est une logique de se concentrer beaucoup plus sur le contenu, sur la structure de ce qu'on parle. Après, on sépare le problème entre l'auteur et l'éditeur. C'est l'éditeur qui va s'occuper de la mise en page et de ce genre de choses. Quelque chose que j'aime bien, une seule source, un seul fichier source peut permettre de compiler un web, un PDF, un e-book, même un braille. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais apparemment, on peut faire des maths en braille. Donc, il y a une espèce de compilation et il y a des imprimantes qui font ça. C'est parfaitement adapté au contenu technique. Donc, vous avez vu les formules qui étaient écrites. Et il y a une communauté de développement qui est superbement active. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, par exemple, ce genre d'applet. Okay. Alors, ce genre d'applet, c'est quelque chose qui n'existait pas quand j'ai commencé à utiliser Pletech. Et un jour, je suis allé dans la communauté d'utilisateurs et j'ai posé la question. Je dis, regardez, quand j'utilise SageMath de cette façon-ci, j'obtiens ceci, je voudrais savoir comment je peux mettre cet applet-là dans mon Pletech. Et une semaine plus tard, il y avait quelqu'un qui avait programmé la chose et c'était fait. C'est merveilleux, en fait. Moi, je trouve que c'est merveilleux de faire ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Ben, un rendu assez bien, sans trop gérer la mise en page, la production multiformat, la réutilisation et les évolutions faciles du contenu. Okay? Donc, comme je vous dis, des fois, quand je donne des cours dans un autre cours qui n'est pas celui de calcul vectoriel, ben, j'ai des bouts de code que je peux trimballer d'un côté à l'autre. Par exemple, dans ce manuel, il y a un petit annexe sur les transformations linéaires et les matrices. Ben, j'ai pris ça, puis j'ai fait un annexe dans mon manuel, dans mes notes de cours d'algèbre linéaire aussi. Okay, donc ça, c'est très facile. Et quelque chose d'autre, donc des exercices WebWork. Regardez, ça fait partie d'un autre manuel, de celui d'algèbre linéaire. Qu'est-ce que c'est? Dans la version statique, on voit un problème comme celui-ci, mais je peux l'activer et je vais avoir la possibilité d'entrer des réponses. Okay? Dans le manuel de calcul 3, de calcul vectoriel, je n'ai pas réussi à faire ça. J'ai fait face à des limitations techniques. Maintenant, je sais comment faire ce genre de choses, de mettre à même le texte des exercices qui peuvent être validés par les étudiants. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui peut bien aider dans le processus de validation des apprentissages. Alors, je pense que effectivement, je vais m'arrêter ici. Et ça conclut ce que j'avais à raconter. Mais là, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de continuer la discussion. Merci beaucoup, M. Bustamante. On voit quand même que cet usage-là nécessite une certaine compétence technique et informatique. Alors, il y a Perrine qui a une question. Allez-y, prenez le micro. Bonjour. Alors, en vérité, je voulais applaudir. Première bravo pour voir aussi, j'adore la communauté qui vient aider faire un plugin. Je m'appelle Perrine Dupré-Faucon, je suis présidente de Code Education Global qui organise la semaine de l'éducation ouverte. Et donc, c'est là comme ambassadrice de cette association internationale. Je ne sais pas si vous avez parlé pendant cette réunion, mais donc, voilà, je ne voulais pas me manifester au moment des questions, spécialement. Le travail réalisé, la facilité, même le côté un peu difficile du démarrage peut être intéressant, justement parce qu'on a une personne qui a un don en innovation pédagogique, et on sait tous que, bah oui, apprendre, c'est dur aussi. Parfois, ça demande de l'apprentissage, mais après, c'est tellement satisfaisant de pouvoir aller dans le détail, de pouvoir ajouter des fonctionnalités, c'est vraiment super. Donc, je voulais juste vous dire ça. Bravo, félicitations. Vous m'entendez mal? J'entends moyen, oui. Merci. J'aurais dû. Je suis désolée, je n'ai pas pensé à ça, j'aurais dû mettre un casque. Effectivement, mon micro est assez mauvais. D'accord, c'est pas grave, merci beaucoup. On a entendu l'essentiel. Bon. OK. Merci.
Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, soit en prenant le micro ou au clavardage, pour ne pas hésiter? Peut-être en attendant que d'autres personnes se manifestent, M. Bustamante, pour vous, l'aspect de validation, de qualité, comment vous l'avez fait, peut-être pour répondre à Jules? Ben, je pense que le point principal, c'est ce que je sais, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que j'enseigne ce genre de choses. C'est un contenu qui est très établi, c'est totalement standard. Si vous prenez les livres payants, ils se valent tous, avec quelques petites variations. Et puis, il y a le travail qui a été fait par les gens à UBC. Alors, quand on regarde ça et on compare, bah, on se dit, oui, je suis en mesure de faire un manuel qui vaille là-dessus. C'est pas comme si je me lançais à faire une ressource éducative pour un sujet qui est dernier écrit et qui est encore en train de s'établir. On n'est pas du tout là. C'est du collégial ou du début d'université, c'est du matériel. Comme je disais, ce sont des mathématiques de la révolution industrielle. C'est un peu vieux jeu, quoi. Donc, ça peut dépendre beaucoup de la nature même du sujet qui est traité au niveau de la qualité et de la validation. Ouais, et puis les compétences de la personne, c'est-à-dire comme je dis, mon atout principal là-dedans, c'est que ça fait 20 ans que j'enseigne ça à l'université. Alors, Effectivement. Je crois qu'il y a Jules qui veut prendre la parole. Allez-y, Jules. Ok, merci. Merci déjà pour l'intervention au sujet de la validation. Bon, là, j'ai d'autres questions. Déjà, je crois qu'on a déjà fait cas. Il y a beaucoup d'aspects vraiment techniques, quoi, pour le montage de ce cours. Bon, lorsque j'ai ouvert l'une des ressources, j'ai vu que la modification n'était pas acceptée. C'était quoi? C'était Keras. Donc, j'aimerais savoir comment se fait l'évolution de la ressource. Parce que aussi, je crois que l'une des caractéristiques des ressources éducatives, quand même, c'est que comment se gère dans l'aspect critique pour qu'on puisse améliorer la ressource, vu que cette dernière ne peut être modifiée ok. que par l'auteur. Alors, Oui. je comprends pas. Je suis pas sûr de bien comprendre. En réalité, il y a une étape cruciale dans cette histoire qui manque, c'est de rendre le dépôt des fichiers sources publics. Jusqu'à maintenant, ce dépôt-ci, le dépôt de RelCalc 3, c'est un dépôt sur GitHub qui est privé. Mais ça fait partie des plans de le libérer, de faire en sorte que n'importe qui puisse cloner les fichiers sources et puis faire une compilation ajustée. OK? Alors, effectivement, éditer ces choses-là, ça a son côté technique qui n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que la courbe d'apprentissage est quand même assez raide, même pour quelqu'un qui est habitué à écrire des choses en LaTeX, par exemple. Parce que ce système-là est passablement plus complexe, il fait intervenir beaucoup plus d'ingrédients dans l'histoire. Mais la façon de faire, c'est de cloner une ressource disponible et puis faire les modifications et compiler. Alors là, il faut être honnête, c'est quand même pas une petite balade du dimanche de faire ça. Il faut faire tout un setup qui n'est pas trivial dans un ordinateur, puis avoir des gens compétents. Ça, c'est une des limitantes que j'ai par rapport à ce travail-ci. Oui, puis si on peut rajouter, le but d'une REL non plus n'est pas de faire évoluer celle de M. Bustamante dans ses fichiers à lui, dans ses dossiers. Donc, si vous voulez faire évoluer la ressource, c'est de la copier et de l'adapter en fonction de vos besoins. Mais là, il y a la technicalité de l'environnement numérique qui est utilisé, comme vous avez mentionné, Bustamante. Puis mon commentaire plus au préalable, qu'il fallait quand même avoir quelques compétences. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires pour M. Bustamante? Est-ce que dans le clavardage, là, il y a aussi Marianne mentionne que ça fait 2 sessions que vous utilisez pendant 2 sessions avant de le diffuser pour lui permettre des ajustements, des corrections et maximiser les choses. Donc, Ouais. un partage, oui. En fait, plus que ça, parce qu'on utilise ce cours-là ce manuel-là comme manuel d'appoint dans un autre cours qu'on donne en génie. Donc, par exemple, ça va être intéressant de mesurer quelle est la perception des étudiants de génie, parce que le cours pour les étudiants de génie n'est pas exactement le cours pour les étudiants de physique. Donc, il y a des choses qui vont être différentes dans ces deux clientèles-là.
Et puis c'est ça, quoi. La ressource est là. Marianne, tu voulais rajouter? En fait, merci Juan Carlos pour le partage. Moi, ça fait que on se côtoie, je t'appuie dans tes démarches. Je trouvais ça très, très agréable aujourd'hui t'écouter. Je trouve que aussi avec une posture d'innovation pédagogique, comment ton besoin pédagogique, le désir de faire du libre, c'est très propre aux mathématiques. De le faire aussi en collaboration avec les collègues du département. Tu as nommé beaucoup, professeur Virginie Charette aussi. Donc, c'est super. Cette collaboration-là, c'est vraiment en mode ouverture. On parlait de qualité. Si c'est bon pour tes étudiants, ben, c'est bon pour tout le monde, en fait, parce que ben, on est entouré de gens professionnels, je veux dire, c'est ça. Ouais. Et puis, ben, je tiens à souligner ta démarche aussi d'amélioration continue, hein, en allant sonder les étudiants, en allant confirmer des formats où, OK, on réagit, comment c'est. Même moi, j'ai eu j'ai réalisé que les stratégies d'apprentissage sont en train de migrer pour les étudiants en 2025. Puis je suis conseillère pédagogique, je suis quand même assez au fait, mais j'ai appris des choses sur le profil aussi des étudiants, puis comment ils exploitent la reste. Fait que je trouve que tout ça, c'est un bel amalgame. Puis je sais que dans la salle, il y a beaucoup de personnes de l'Université Laval. Donc, j'ai mis plusieurs liens dans le clavardage pour aller voir. Puis je pense que c'est très propre aux sciences plus dures, là, les STEAM, de collaborer, code source, tout ça. Donc, je pense qu'il peut y avoir une belle synergie aussi là, en mettant à disposition différentes ressources. Donc, c'est juste un commentaire. Félicitations. Merci. Je vais répondre à la question si cette ressource est intégrable directement sur Moodle. Non. Oui. En fait, non, parce que Moodle gère les pages web d'une façon qui est un peu cryptique. C'est-à-dire que pour avoir une copie de ça, il faudrait héberger ça dans son propre site. C'est la solution. Frédéric, Il y a tu avais Monsieur une question? Gourdeau. Oui, Il y a bonjour, Monsieur Juan. Gourdeau, oui. Oui, je voulais, vous m'entendez? Oui. Je voulais vous remercier pour la présentation. C'est intéressant. De mon côté, j'enseigne surtout le cours pour lequel je considère quelque chose comme ça, c'est un cours de géométrie euclidienne, première année du bac en maths. Et donc, c'est vraiment le GeoGebra qui est à intégrer. Présentement, j'ai des PDF statiques où j'ai produit les figures et tout ça. Je peux voir qu'il y aurait vraiment un avantage à pouvoir manipuler directement les figures et pouvoir faire les choses comme ça. Les petits exercices pourraient intervenir aussi. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir la navigation. J'avais été en contact avec une communauté de matheux, Sean Fitzpatrick à Lethbridge et d'autres, qui, eux, militaient pour intégrer Pretext dans un environnement Runestone. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais envisagé, pardon pour le tutoiement, que tu avais envisagé. Est-ce qu'il y avait des décisions de ne pas faire ça ou pas vraiment d'avantage à faire ça de ton point de vue? OK. Alors, deux questions. Il faut que je te dise que j'ai quand même des notes d'un cours de géométrie faites déjà en Pretext avec du GeoGebra d'intégrer. Okay? C'est beaucoup moins évolué, beaucoup moins poli que ce qu'on vient de voir, mais j'ai ça. Puis si tu veux, ça va me faire plaisir de partager ça. Runestone, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est Runestone. Mais d'après ce que je comprends, on pourrait avoir des problèmes. C'est-à-dire que du point de vue du collégial, on pourrait avoir des problèmes parce que pour donner des qualifications, des notes, il faut héberger des données relatives à l'identité des étudiants dans un serveur qui est à l'étranger. Et ça nous posait un problème quand on était à Champlain. Je sais pas en réalité quelle est la teneur de tout ça. Et puis, il y a quelque chose d'autre, mais ça, c'est une posture philosophique beaucoup plus abstraite, c'est que moi, je trouve que verser tout ça ailleurs, c'est une renonciation à une espèce de souveraineté de nos connaissances et de notre souveraineté numérique, qu'on devrait se doter des moyens d'avoir des infrastructures qui permettent d'héberger ça chez nous. Et le petit pépin que j'ai eu au début de la présentation, bah, c'est exactement ça, quoi. Il y a des gens qui, en fait, je ne vais pas partir dans cette discussion-là, mais on devrait avoir les infrastructures à la hauteur de ce qu'on voudrait faire. Oui, merci. J'envoie un petit paragraphe dans lequel ils indiquaient qu'on pouvait installer Runestone localement et stocker tout et tout ça et faire son. Mais c'est possiblement pas utile dans le contexte. Mais merci beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis oui, je serai en contact autour de géométrie. D'accord. Plaisir. Merci encore. Fantastique.
Là, nous avons dépassé le temps de la présentation, mais c'était nécessaire et très utile. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions, soit par le micro, dans le clavardage? OK. Ben, merci à vous. Nadia, je pense que Nadia a eu un problème technique. Bon, ben, je vais prendre le relais. Ouais. Ah oui, elle est Euh, figée. oui, c'est ça, c'est ça. Bon, j'ai remis dans le clavardage la programmation pour le mois de l'éducation ouverte. N'hésitez pas, ça se termine là, le 26 mars prochain. D'ailleurs, ça va être Perrine et avec Open Education Global francophone, avec lequel Jules aussi est affilié, qui vont faire le mot de clôture de la séance. Donc, vous êtes les bienvenus à vous inscrire. Allez voir, il reste encore peut-être 7 ou 8 activités. Je tiens vraiment à remercier Juan Carlos pour la présentation très pertinente, un retour aussi qui était très franc, très ouvert. C'est un beau partage. Merci aux participants dans la salle. C'est toujours intéressant de voir les discussions entre matheux. C'est le mot du jour. Donc, la séance va être enregistrée, puis on va la rediffuser dans nos réseaux habituels. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Et au 26 au plus tard pour la Oui, clôture. Au avec revoir. plaisir, Perrine. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est bien. Je devrais avoir arrêté